bonjour. C'est impressionnant. Bonjour. Je me mets... Le grand, le petit, le petit. D'accord. Ce fauteuil tourne et bonne nouvelle, vous avez le droit de tourner. Voilà. Ah oui, je peux me promener comme ça, d'accord. Très bien. Comment allez-vous? Eh bien, très bien, très bien. Ah oui, j'ai pas de micro, moi je suis appareillé, donc on m'entend sans gros micro. C'est ça, nous on est obligés de faire attention. Mais D'accord, donc je vais faire en permanence, je vais tourner comme ça en fait. Voilà. En tout cas, on est très heureux de vous recevoir. Eh bien, moi je suis très content de revenir à Lille, voilà. De Rouen, je suis venu de Rouen, il faisait à peu près la même météo. Voilà. On a un train très agréable, Rouen-Lille, parce qu'il passe partout, quoi. Il s'arrête absolument partout. Donc vous avez le temps de... À Amiens, oui, il y a au moins une quarantaine, non, allez, il y a une vingtaine d'arrêts, donc on peut parfaitement voir toute la Picardie, tout le Nord. C'est chouette. Bon, on démarre? On démarre. Alors, c'est Monique. Ah oui, monsieur, donc bonjour Monique. j'ai lu beaucoup de œuvres, j'appelle ça des œuvres. Bon, alors j'ai été sélectionnée parce que j'avais marqué une question, parce que j'étais très attirée par le Rwanda et surtout je voulais savoir comment vous étiez arrivé au Rwanda et si vous aviez une équipe pour vous encadrer, vous piloter, etc. Mais surtout hier, j'ai lu des tas de choses sur Internet et j'ai quasiment les réponses. Ah bon, voilà. Bon, on va passer à la question suivante alors. Mais c'est pas grave, il va répéter. Entre autres, j'ai lu que vous aviez travaillé avec Patrick de Saint-Exupéry oui. Et que vous étiez un spécialiste de la géographie politique. Voilà. Hein? Non, mais je vais rappeler quand même un petit peu les choses. Donc, ouais, Les Ombres du Monde, c'est le dernier roman qui est sorti mi-août oui. Et qui se déroule au Rwanda, et en particulier avant, pendant et après le génocide des Tutsis au Rwanda. Et ma rencontre avec le Rwanda, en fait, moi j'étais recruté comme professeur de géographie politique à l'université en 93, enfin sur l'année universitaire 93-94, et le génocide s'est déroulé en avril 94. Donc c'est un événement majeur qui a frappé en fait la vie politique internationale au moment où moi je commençais mes cours. Et donc tout de suite je me suis intéressé à ce génocide, et en particulier j'en ai fait des travaux dirigés avec les étudiants, et après j'ai fait ça pendant 25 ans, m'apercevant très vite que les étudiants étaient à la fois effarés par ce génocide, avaient beaucoup de mal à le comprendre dans un premier temps, et du coup, bon, je leur préparais de la documentation, des articles de journaux, enfin des comptes rendus, enfin un certain nombre d'éléments pour qu'eux-mêmes puissent faire leurs analyses, démêler les causes proches, lointaines, économiques, religieuses, politiques de ce génocide. Et donc il y avait tout ce volet de comprendre comment peut naître un génocide d'une part, et puis surtout aussi le volet français, puisque c'est la France qui était militairement présente au Rwanda au moment, et notamment les années qui ont précédé le génocide. Et donc une grande partie de la presse française ou des réactions politiques françaises évidemment était liée au fait que la France est directement impliquée dans cet événement. Et du coup, je donnais aux étudiants pas mal de presse internationale, belge, américaine, autres. Et du coup, c'était intéressant pour les étudiants de voir comment un même conflit peut être traité de façon très différente. En particulier, la vision, on va dire, anglophone du génocide n'a pas grand-chose à voir avec la vision française, qui pendant longtemps a encore défendu l'idée d'un double génocide, ou effectivement une position vis-à-vis des Tutsis ou des rebelles Tutsis un peu différente de l'opinion globale du monde. Donc voilà, donc tout ça donnait des choses intéressantes, parce qu'évidemment ça a mené à pas mal de discussions. Et puis moi j'étais aussi ensuite, je suis devenu professeur spécialiste de la démocratie, en particulier en Afrique. J'ai encadré des thèses en Afrique sur la démocratie au Mali, au Sénégal ou ailleurs. Et donc du coup le Rwanda restait quand même, pour ceux qui ont lu le livre, voilà, une sorte de traumatisme après la chute du mur de Berlin. Faut se rappeler, je ne vais pas faire un cours complet de géographie politique, mais après la chute du mur de Berlin, on a eu un élan de démocratie, notamment évidemment en Europe de l'Est, avec beaucoup de référendums d'autodétermination, etc. Mais ça a été un petit peu le cas partout dans le monde, et notamment en Afrique, où on a eu cet espoir que l'Afrique change un cap et que les dictatures tombent les unes après les autres pour laisser place à des gouvernements démocratiques. Voilà, l'idée d'un monde qui serait plus un monde coupé en deux pendant la guerre froide, mais d'un monde où finalement la démocratie libérale triompherait partout. Et c'est un peu ce qu'on a voulu
voulu appliquer au Rwanda, qui était un des pays les plus où l'Occident était le plus présent. Il y avait beaucoup de missionnaires, il y avait beaucoup d'ONG, etc. Et finalement, évidemment, cette injonction à la démocratie a abouti finalement, ou s'est terminé par le plus grand génocide du sol africain. Donc il y a une forme de traumatisme aussi dans comment l'aveuglement d'un certain nombre d'acteurs qui vont croire jusqu'au bout à un processus pacifique, finalement ne voient pas qu'en dessous couvent des comportements génocidaires. Donc là, il y a eu réellement un traumatisme rwandais qui sans doute a joué ensuite sur la façon dont on va dire, la politique réaliste et de la façon dont notamment des grandes puissances ont pu soutenir des dictatures globalement en se disant parfois vaut mieux une mauvaise dictature qu'un chaos complet. Voilà, en tout cas le Rwanda a eu une influence très très forte dans on va dire le monde d'après mur de Berlin, ce monde multilatéral qui est encore un peu celui aujourd'hui. Donc voilà, donc tout ça pour dire que le Rwanda est un cas extrêmement important, même si c'est un tout petit pays. Et voilà, et puis après, je suis devenu écrivain. Et très tôt, connaissant bien le Rwanda, connaissant bien l'histoire du Rwanda, et considérant qu'une grande partie on pourrait presque dire des rebondissements liés à l'histoire du Rwanda étaient à la fois extrêmement étonnants, mais très méconnus des Français, mais ça serait important qu'il y ait un livre de fiction qui puisse raconter tout ça. Et donc c'est là que j'ai inventé mes deux personnages principaux, Espérance, qui est une jeune prof de maths rwandaise qui croit en la démocratie et qui se dit que son pays va changer, et puis un militaire français, Yori, qui arrive au Rwanda, à Kigali, en octobre 90. Il est parachutiste, enfin c'est le régiment de parachutistes. Il arrive à Kigali, il ne connaît pas le Rwanda, il est intervenu un peu partout dans le monde, et là il va à la fois tomber amoureux d'Espérance, ils vont se marier, ils auront un enfant, et d'un autre côté, évidemment, il ne comprend rien à ce pays, ou en tout cas, lui, il arrive avec sa naïveté en disant on vient protéger la paix, on vient apporter, quelque part nos valeurs françaises, et effectivement, Espérance, elle essaye de lui expliquer que les choses ne sont pas plus compliquées, que notamment les alliés des Français ne sont pas forcément des gens très, très recommandables. Donc voilà, donc ça, c'est évidemment raconter la grande histoire à travers la petite histoire d'un couple, de leur enfant, et puis après de leurs petits-enfants, puisque l'histoire va durer sur 30 ans, et puis évidemment leurs amis, leurs relations, donc d'en faire un thriller. Donc voilà d'où vient mon idée du Rwanda. Et après, alors de façon plus courte, puisque vous avez parlé de Patrick de Saint-Exupéry, j'avais cette idée depuis très longtemps en tête. Néanmoins, sur le Rwanda, il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits, notamment beaucoup de témoignages de rescapés. Je pense à ceux de Scholastic Mukasonga, par exemple. Pour ceux qui ne les ont pas lus, ils sont absolument bouleversants. On pense évidemment à Galil Faye, même si lui-même n'est pas un rescapé du génocide, mais à travers Petit Pays et Jacaranda, il a contribué beaucoup à faire connaître le génocide des Tutsis au Rwanda, et en particulier auprès de la jeune génération, puisque Petit Pays est étudié au collège maintenant depuis une dizaine d'années. Donc du coup, on a toute une génération qui va connaître le Rwanda, et qui va se poser des questions sur le Rwanda grâce à ce livre Petit Pays, qui est aujourd'hui un classique. Et du coup, effectivement, donc, dans l'opinion générale, le Rwanda n'est pas oublié et connu, sans vraiment que les causes profondes de ce génocide, sans que les enjeux militaires, eux, ne soient vraiment connus. Et donc, voilà, ces livres étant publiés, et c'est vrai que cette idée ancienne qui me trottait dans la tête d'écrire un thriller finalement sur le Rwanda, un thriller politique sur le Rwanda, à la lecture des ouvrages de Galil Faye notamment, je me disais, voilà, ça serait presque l'autre face de ces ouvrages, c'est-à-dire qu'il y a cette face sensible par des témoins de l'intérieur qui ont vécu ça. Et par contre, il n'y a pas encore la face française, quelque part, le regard de l'extérieur que peut avoir, comme moi, un citoyen français qui va se poser la question de qu'est-ce que la France est venue faire au Rwanda, comment n'a-t-elle pas pu empêcher un tel génocide, pourquoi est-ce qu'il y a eu comme ça des rapports d'enquête très contradictoires, pourquoi la France héberge-t-elle encore aujourd'hui des génocidaires, etc. Bon, toutes ces questions ouvertes qui, évidemment, ne sont pas traitées, ce n'est pas du tout l'objet des récits des rescapés, mais qu'on peut se poser en tant que Français, et puis qui sont aussi à notre angle, c'est-à-dire traiter
ce drame par la fiction plus que par le témoignage. Voilà. Mais il fallait du temps. Je pense qu'il y a un temps pour la mémoire et il y a un temps ensuite pour la fiction. Hein. Si je fais la comparaison avec la Shoah, on n'a pas eu tout de suite des fictions sur les camps de concentration, etc. Il y a d'abord eu un temps pour les témoignages, pour les reportages, pour les historiens, bien entendu, et c'est qu'à partir des années 70 qu'on a commencé à avoir des œuvres de fiction, des films, des livres, qui ont commencé à raconter autrement les camps avec des personnages de fiction, etc. Et c'est comme ça qu'une grande partie d'entre nous, d'ailleurs, notre image des camps, elle vient aussi beaucoup des fictions et elle vient beaucoup aussi de ces histoires qu'on nous a racontées, qui parfois sont vraies, parfois sont fausses, parfois sont tirées d'histoires vraies mais romancées. Et évidemment, ça fait partie désormais du socle commun de nos mémoires, parce que la fiction aussi s'en est emparée. Donc j'espère que sur le Rwanda, il y aura un certain nombre d'ouvrages, de films, d'œuvres qui permettront qu'effectivement la mémoire s'ancre, évidemment toujours dans la réalité, toujours sans trahir les victimes, avec ce respect, cette pudeur, mais évidemment l'émotion est née des œuvres d'art, ou des films ou des livres. Oui, Christophe avait justement une question par rapport au petit pays. Oui, alors merci d'avoir répondu à ma question, bien que je ne l'ai pas encore posée. Comme ça, après, on va parler d'autre chose. En fait, moi, je voulais savoir si le livre de Gaël Faye avait été une clé qui permet à d'autres écrivains de pouvoir parler du génocide rwandais, ou si ce livre était déjà en gestation. Et la même chose, la question qui sous-entend, c'est est-ce qu'il fallait attendre ce délai raisonnable d'une trentaine d'années, ou est-ce que c'est le livre de Gaël Faye qui va débloquer, et votre livre est un cours de géopolitique, quoi. Je vais répondre plus précisément, du coup, même si j'ai déjà un petit peu répondu. Alors, si on prend le petit pays de Gaël Faye, pour ceux qui l'ont lu, je ne vais pas spoiler, mais déjà ça se passe au Burundi, et pas au Rwanda, mais la mère du héros, c'est pas Gaël Faye, mais enfin on comprend que c'est autobiographique. La mère est Tutsi, donc elle est rwandaise, et son père est français. Et puis le héros va faire un voyage au Rwanda, va voir ses cousins au Rwanda, etc. Et puis après il va apprendre le génocide, et notamment la mort, le massacre de ses cousins, par la famille, etc. Et sa mère progressivement va devenir folle, ou en tout cas s'enfermer dans le silence, etc. Et notamment dire plusieurs fois dans le roman qu'elle ne peut plus aimer son mari, parce qu'il est français. Et moi j'ai bien relu plusieurs fois Petit Pays. À aucun moment donné, Gaël Faye n'explique pourquoi ne parle de la responsabilité française. Il dit juste que sa mère, Tutsi, a perdu sa sœur, etc. Et donc, elle est confrontée comme ça à ça. Et donc, je pense, effectivement, il y a eu pas un déclic en moi, mais connaissant l'histoire de Rwanda, je me disais à la fois Petit Pays est ce livre formidable, et à la fois les lecteurs qui lisent Petit Pays, s'ils n'ont pas la connaissance de l'implication française au Rwanda, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi la mère va ne plus pouvoir aimer son mari, pourquoi même elle tombe dans une folie parce que quelque part son enfant est à moitié français. C'est d'ailleurs l'enfant lui-même ne comprend pas, donc il reste à hauteur d'enfant. Mais le lecteur, lui, n'a pas forcément les moyens de comprendre finalement tout ce qui est raconté, notamment dans Les Ombres du Monde. Donc effectivement, c'est là que je me suis dit, il y a un fil à tirer, il y a quelque chose à raconter sur le côté français, ce qui est traité avec beaucoup de pudeur. Et dans Jacaranda, par exemple, de Gaël Faye, même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le héros arrive au Rwanda, et puis il se fait traiter de sale français. Et lui, il ne comprend pas, il doit avoir 15 ans quand il vient la première fois, et il ne comprend pas. Gaël Faye ne l'explique pas, et il laisse en suspens cette idée de pourquoi on traite de sale français, j'ai rien fait, etc. Et donc, sous-entendu, c'est au lecteur d'aller évidemment chercher pourquoi. Donc là encore, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, moi, j'explique de façon, entre guillemets, pédagogique, pourquoi, effectivement, finalement, quelque part, c'est une explication à Petit Pays ou Jacaranda. Donc ça, c'est important. Après, je pense qu'il y a peut-être eu aussi un avant et un après Petit Pays, parce qu'avant Petit Pays, il y a quand même eu effectivement beaucoup de récits sur le Rwanda, beaucoup de récits notamment de rescapés, vraiment souvent extrêmement poignants,
Mais la force de Petit Pays, c'est justement de ne pas être un récit de rescapé, donc d'être un récit peut-être moins dur, qui voit la guerre à distance. Et du coup, ça donne ce côté universel où, voilà, et ça, effectivement, ça a permis à des gens de s'intéresser au Rwanda sans forcément avoir systématiquement l'image des corps ensanglantés, des machettes, même s'il y a des chapitres très durs dans Petit Pays, mais il y a aussi des chapitres qui sont relatifs à l'enfance. Donc, voilà, encore, on n'est pas dans un récit où on se demande si le héros va survivre. Il n'est jamais réellement mis en danger. Voilà, donc il regarde ça à distance. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a sans doute permis notamment de faire lire ce roman à des enfants de 13-14 ans, ce qui serait sans doute pas possible avec certains récits comme ceux scolastiques, Lukasanga, etc., qui sont vraiment très durs et qui nécessiteraient évidemment d'être confrontés directement à la mort, beaucoup plus proche, quoi. Voilà, donc pour cet élément-là. Et puis après, il y a quand même eu aussi beaucoup de livres sur le Rwanda qui sont des livres plus politiques, ou de journalistes, comme ceux de Patrick de Saint-Exupéry, comme beaucoup d'analyses géopolitiques. Et ça aussi, évidemment, je les ai lus, mais ce n'est pas forcément des livres qui sont lus par le grand public. Et puis un truc qui est très marquant sur le Rwanda, pour ceux qui deviendraient des spécialistes du Rwanda, qui ont envie d'en lire beaucoup, c'est très vite, il y a une notion, il y a des tranches, presque une notion de camp. C'est-à-dire très vite, vous allez voir dans quel camp sont ceux qui ont écrit. Parce que, quand même, encore 30 ans après ce génocide, vous avez toute une série d'écrivains ou de journalistes, ou d'historiens, ou d'anciens militaires, etc., qui vont écrire sur ce qu'ils ont vécu de traumatisant. Et soit ils se rangent en gros dans le camp de la responsabilité française, et qui est globalement le camp des historiens, soit ils se rangent dans le camp plutôt de nier la responsabilité française, ou de dire qu'on a quand même beaucoup exagéré, voire même glissant vers le camp du négationnisme, en disant finalement, y a-t-il eu autant de morts, et est-ce que finalement les morts n'ont pas été de tous les côtés, est-ce que tout ça n'est pas un gigantesque coup monté? Et là, effectivement, on est dans le révisionnisme, mais on trouve encore beaucoup de livres qui plus ou moins sous-entendent ce genre de choses. Donc, il y a vraiment ce côté, par exemple, Gaël Faye, typiquement, et par exemple, sa femme est l'épouse, la fille des époux Gauthier. Les époux Gauthier, c'est ceux qui traquent les génocidaires, qui sont réellement dans l'idée qu'il faut, reconnaître ce génocide et traquer ceux qui sont soupçonnés d'avoir participé à ce génocide. Donc là, il y a évidemment scolastique Lukasanga qui a lu mon roman, qui m'a appelé. Enfin, on va faire des choses à 80. Et aussi, voilà, tout de suite, elle m'a dit, mais vous êtes de notre camp. Voilà, il y a vraiment cette idée. Vous êtes avec nous. Parce que, que ce soit Gaël Faye, que ce soit Scholastique, ont aussi reçu beaucoup de retours en disant ça n'est pas vrai, vous exagérez, etc., etc. Donc il y a encore ce point-là qui est fort. Donc clairement, moi je suis content parce que depuis que les Ombres du Monde ont sorti, voilà, les gens qui entre guillemets me contactent, me félicitent, sont plutôt des gens qui me disent merci d'avoir mis les pieds dans le plat ou dit les choses qui ne sont pas si souvent dites de cette façon-là, quoi. Et vous êtes sélectionné pour le prix Renaudot, des lycéens et Jean Genot. Oui, ça c'est la bonne nouvelle. Et donc effectivement, dans votre dernier livre, vous pointez quand même la responsabilité, ce que vous disiez, la responsabilité française, très clairement. Oui, alors si on rentre un peu là-dedans, dans la responsabilité française, alors déjà il y a un premier point, c'est que cette responsabilité française, elle est aujourd'hui officielle. Il y a eu il y a 3 ans un rapport, le rapport Duclerc, qui a été commandé par Emmanuel Macron, qui a cet avantage d'être assez jeune pour ne pas être de cette génération des élus qui étaient au pouvoir pendant la 94. Juste un petit rappel aussi, 94, c'est la cohabitation. Donc c'est François Mitterrand qui est président, mais c'est Édouard Balladur qui est Premier ministre. Donc là, quelque part, la gauche comme la droite peuvent se renvoyer la balle. Quelque part, ils ont tous quelque part une part de responsabilité, entre guillemets. Et donc Emmanuel Macron commande un rapport sur la responsabilité française au génocide des Tutsis au Rwanda. Et effectivement, ce rapport Duclerc conclut à un gros rapport de 1000 pages, conclut à la responsabilité accablante de la France sur le plan politique, économique, diplomatique, etc., militaire. Donc c'est un rapport accablant, responsabilité accablante, c'est quand même fort. Et donc c'est la voie officielle. Donc Emmanuel Macron a été à Kigali et
a reconnu la responsabilité accablante de la France. Donc ça, quelque part, c'est quelque chose qui est acté, qui est reconnu officiellement, et même s'il y a encore un certain nombre d'acteurs qui le nient, notamment des conseillers de Mitterrand, Hubert Védrine et autres, qui considèrent que ce rapport n'a pas, exagère ou autre. Bon, c'est quand même la position officielle de la France qui l'a reconnue, et ça, quelque part, ça n'est plus discuté. Alors, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il est nécessaire quand même d'aller plus loin. Vincent Duclercq lui-même, qui est un historien reconnu, qui justement avait été choisi pour sa grande neutralité. Certains disaient même, oh là là, c'est pas vraiment un spécialiste du Rwanda, c'est plus un spécialiste du génocide des Juifs. Il va minimiser. Et en fait, la première chose qu'il a faite, une fois qu'il a rendu son rapport, c'est quelques mois après, il a publié un livre qui s'appelle « Le plus grand scandale de la Ve République », où il balance, encore plus que dans mon roman, tout ce qu'il n'a pas pu dire dans son rapport officiel et tout ce qu'on ne lui a pas montré, tous les documents auxquels il n'a pas pu accéder, enfin voilà, en disant que finalement son rapport, qui conclut quand même à la responsabilité accablante de la France, eh bien c'est la face peut-être juste apparente d'un iceberg beaucoup plus important. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est quand même un historien plutôt considéré comme, on va dire, conservateur. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens qui mettent quand même le nez dans ces histoires-là, dans ces documents, sont vite atterrés, un, par la gravité des faits, et deux, quand même, par une sorte d'omerta de comment les décisions ont-elles été prises et pourquoi un certain nombre de zones d'ombre demeurent, très clairement. Et ce livre s'appuie quand même en grande partie sur ces zones d'ombre qui sont étonnantes. Voilà. Je prends un autre exemple, on pourrait être long. Vous avez peut-être suivi l'actualité. Il y a quelque temps, Agathe Kazinka, qui en fait est la veuve du président Habyarimana, donc qui est le président qui a été assassiné juste avant le génocide. Et sa veuve est soupçonnée depuis toujours d'être le cerveau ou un des cerveaux du génocide. Il y a un certain nombre de témoignages de ce point de vue-là. Et donc, elle va être très vite extradée, elle va arriver en France. Elle a à la fois, elle n'a pas le statut de réfugié politique, on ne lui a jamais donné. Mais néanmoins, elle a un mandat d'arrêt international contre elle et la France a toujours refusé de l'extrader. Et là, la justice vient de conclure, après 20 ans d'enquête, à un non-lieu qui a tout de suite été dénoncé par les associations pour dire mais on ne comprend pas ce non-lieu. Ce non-lieu s'appuie sur des paroles de gens qui ont été condamnés pour crimes contre l'humanité, n'ont pas tenu compte d'autres témoignages, etc. Enfin bon, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais quelque part, on est encore en pleine polémique entre une justice française qui dit il n'y a rien à voir, cette brave dame peut continuer de vivre sa vie, et toute une série d'associations à la mémoire de génocide qui dit c'est un scandale et on ne comprend pas comment elle peut être laissée en liberté, on ne comprend pas avec tout ce qui se sait comment la justice... Voilà, donc vous n'avez pas de réponse, simplement on est toujours dans cette idée qu'il y a des zones d'ombre. Et puis juste peut-être une dernière chose quand même, parce que c'est très important dans le roman, c'est le fameux attentat qui, donc pour rappeler les faits, en avril 1994, donc on est dans une... le 6 avril, on est dans une... Comment dire on sait que le génocide peut être proche, enfin il y a des signes comme quoi il y a des listes de gens à tuer, enfin il y a quelque chose qui est très sombre, mais on est encore dans un processus de paix, des accords d'Arusha, donc un processus de paix, et personne ne sait vraiment de quel côté va tomber la balle. C'est-à-dire, est-ce que finalement les partis pacifiques vont l'emporter, ou est-ce que finalement le chaos va se déclencher? Et de façon inattendue, le 6 avril, l'avion présidentiel donc, du président rwandais est abattu en plein vol au-dessus de Kigali par 2 missiles. C'est un avion d'ailleurs, le Falcon 50, payé par François Mitterrand. Enfin, par François Mitterrand, c'est pas ses sous, c'est plutôt les nôtres. Mais bon, donc on était dans une période où un président se disait je vais acheter un avion, un Falcon 50, donc un avion à un président rwandais. C'est un cadeau de la France. Et le Burundi aussi. Et au Burundi, voilà, et le président du Burundi qui est mort aussi. Donc voilà, et donc cet attentat, et quelques heures après cet attentat, le génocide est déclenché, notamment à travers la radio, avec des appels au meurtre en disant les Tutsis ont tué notre président, donc ils vont prendre le pouvoir, donc il faut les tuer, et donc le génocide s'enclenche immédiatement. Donc, pour la plupart des observateurs, c'est le génocide, ce sont évidemment les organisateurs de l'attentat qui ont déclenché l'attentat pour se débarrasser du président et lancer un génocide. Sauf qu'il y a eu beaucoup de versions sur
qui a tiré ces missiles, donc qui a provoqué cette étincelle pour le génocide. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans un récit d'espionnage, puisque dans un premier temps, la France, un peu contre l'avis du monde entier, dit ce sont les Tutsis, les rebelles Tutsis qui ont tiré avec toute une enquête du juge Bruguière, etc. Finalement, cette enquête de plus de 10 ans d'un juge antiterroriste français s'avérera être totalement bidon. Mais vraiment, là, quand on dit les zones d'ombre, c'est hallucinant. Quand on prend ce rapport, il n'a jamais mis les pieds au Rwanda. Enfin, tout est faux. Les pièces même fournies sont des faux grossiers. Enfin, donc, à part qu'il ait agi sur commande, on comprend mal. Et donc, tout le procès, l'enquête sera reprise par un autre juge, le juge Trévidic, donc c'est des juges quand même très, très médiatiques, qu'on voit sur beaucoup d'affaires d'antiterrorisme, et qui va conclure à l'inverse, plutôt aux extrémistes Hutus, et donc le camp. Donc voilà. Mais encore aujourd'hui, les choses sont très discutées, vous avez et ce qui est fascinant, puisqu'on est sur la responsabilité française, c'est que la France est présente à toutes les étapes de cet attentat. C'est-à-dire que les domiciles, vraisemblablement, proviennent d'entreprises ou transitent par plus ou moins la France. Paul Baril, qui est un mercenaire, mais membre, premier flic de France, est présent, très très présent au Rwanda sur des contrats et clairement beaucoup le soupçonnent d'avoir été à minima l'intermédiaire. Quand l'avion s'écrase, ce sont seuls les Français, les militaires français sont autorisés à aller sur l'épave et les débris pour récupérer la boîte noire. Même l'ONU n'est pas autorisée, donc il n'y a que les Français. Puis la boîte noire disparaît, est retrouvée, disparaît. Paul Baril, à la télé française, dit « j'ai la boîte noire » et puis ça n'est pas ça. Enfin, donc on a comme ça tout un feuilleton. On va retrouver une boîte noire et on va s'apercevoir que les enregistrements, c'est des enregistrements du Concorde. Donc on se demande ce que ça fout là, alors que c'était vraiment la boîte noire qui a été trouvée sur le lieu du crash. Donc on est sur un espèce de récit d'espionnage qui laisse penser qu'à un moment donné, on est à affaire à des services secrets, en tout cas, quelque chose dont le grand public n'est pas informé et sur lequel il y a des enquêtes qui n'ont pas abouti. Donc c'est vrai que ce roman s'appuie aussi sur ces zones d'ombre. On peut espérer qu'on saura un jour, mais alors je ne suis pas le seul, bien entendu, ça on le retrouve dans beaucoup de livres, mais il suffit de cliquer sur Internet pour retrouver ces infos. Mais c'est vrai que c'est troublant, et mettre tout ça dans un même roman, je pense, intéresse quand même les Français, parce qu'on se dit qu'on a quand même, en tant que Français, envie de savoir la vérité, quoi. C'est à la fois intriguant, et puis c'est quand même... Puis je peux juste terminer par un fait, parce que ça c'est le premier chapitre, donc je ne spoil pas grand-chose, mais quand même, moi c'est quelque chose qui m'a troublé. Alors je n'ai pas de réponse, pas complotiste, mais la première scène, c'est effectivement, donc le génocide vient d'être déclenché, donc 6 avril, et donc j'invente effectivement de l'ambassade de Kigali, des militaires français, appellent l'Élysée en disant que fait-on, c'est le chaos complet, etc. On massacre des gens dans la rue, etc. Donc ils demandent à parler au conseiller personnel de François Mitterrand pour l'Afrique, qui est François de Grossouvre, qui était c'est le parrain de Mazarine, c'était l'ami personnel de Mitterrand, alors qui était en disgrâce, mais tout de même encore son bureau à l'Élysée. Et on ne peut pas leur passer parce que François de Grossouvre s'est suicidé le 7 avril dans l'Élysée d'une balle de Magnum. Et donc ça, c'est quand même un suicide absolument... inexpliqué. On peut toujours dire qu'il était déprimé, mais la famille n'a jamais cru au suicide. On est quand même dans quelque chose d'assez mystérieux. Ça fait partie des mystères de la Ve République. Et c'est vrai que François de Grossouvre, ami personnel de Paul Baril, ami personnel du président Abiy Ahmed assassiné, se suicide le lendemain, au moment du déclenchement du génocide. Donc, c'est étonnant. Je suis comme vous, je suis un citoyen, mais quelque part on se dit c'est quand même étonnant, et on ne peut pas s'empêcher de se dire il y a peut-être un lien, peut-être savait-il quelque chose, peut-être tout simplement c'est-il senti une responsabilité parce que il se sentait coupable de quelque chose. Je n'ai pas d'explication. Simplement c'est vrai que la coïncidence est troublante, et curieusement aussi elle n'a jamais été réellement mentionné, à part les journalistes qui vraiment s'intéressent à l'affaire, mais dans l'actualité, personne n'a vraiment jamais dit ou creusé sur cet angle-là. Alors, on va donner la parole à Christelle, qui se cache derrière et qui a envie de revenir à vos débuts. Bonjour. Bonjour. Quel a été l'élément déclencheur qui vous a amené à l'écriture, et notamment à l'écriture de récits de fiction, plus spécifiquement? Moi, j'ai toujours écrit.
j'ai toujours aimé ça, enfin depuis que j'ai l'âge de m'en souvenir. Donc depuis 6 ans, j'ai toujours aimé lire des histoires et surtout raconter des histoires ou inventer la suite d'histoires que je pouvais lire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours tenu, cette idée d'inventer des histoires et de les écrire. Donc voilà, j'ai grandi comme ça et à l'adolescence, j'ai continué d'en écrire. Et puis, on va dire, moi j'étais assez loin du milieu littéraire. Enfin voilà, j'habitais une petite commune de Normandie. Enfin pour moi, écrivain, ça ne pouvait pas exister, quoi. Je veux dire, donc j'écrivais pour moi, mais puis en plus on était aussi à une époque où peut-être qu'aujourd'hui écrire, il y a quelque chose de plus évident. On peut écrire, on peut envoyer un PDF à des éditeurs. Enfin il y a les réseaux sociaux, on peut mettre en scène ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux, mais moi, dans les années 70 ou 80, on écrivait dans son coin, éventuellement on faisait lire son histoire à 2 copains, mais ça s'arrêtait là, quoi. On n'allait pas envoyer ça à je ne sais pas qui. Voilà, c'était bon, donc il n'y avait pas du tout cette idée que si on se trouve qu'on est génial, on se met sur Internet. Voilà, donc ça c'était une autre époque. Donc du coup, pour moi, j'étais persuadé que je ne serais jamais écrivain, mais ça ne m'empêchait pas d'inventer des histoires pour moi et de temps en temps les écrire, d'écrire des scénarios. Voilà. Et ça a été pendant très longtemps. J'ai été publié la première fois à 40 ans, donc je dirais pendant plus de 20 ans. J'ai inventé plein d'histoires. D'ailleurs, la grande partie des histoires que j'ai inventées pendant ce temps-là sont devenues des romans, que ce soit Les Ombres du Monde, que ce soit Nymphéa Noire, que ce soit ma saga pour jeunesse, Néo. Enfin, voilà, il y a eu comme ça beaucoup d'idées que j'avais, puis bon, là, je les notais. Voilà, je vivais avec mes personnages, ça m'amusait, ça, voilà. Mais tout en me disant que ça ne deviendrait jamais des livres. Et puis, j'ai créé un premier roman en 94, donc quand je suis devenu maître de conférence, du coup. Et bon, après, j'ai eu la chance d'être publié, ça s'est enchaîné. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de... Enfin, j'ai toujours su que je voulais faire ça. Après, c'est compliqué parce que je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens en France qui ont envie d'écrire. Je sais pas, je crois que c'est 1 personne sur 10, enfin, donc ça représente quand même quelques millions de personnes. Donc c'est énorme et je pense que la plupart des gens se disent, moi soit j'ai une plume, soit j'ai des histoires. Enfin, ce que j'écris est très important et je ne vois pas pourquoi. Des fois, quand on est lecteur, on doit se dire tiens, je lis un truc, ça se vend, c'est franchement pas terrible. Moi, ce que j'ai écrit qui n'est pas publié, c'est quand même nettement mieux. Bon, on peut tous penser ça à un moment donné. Donc voilà. Et en fait, il n'y a pas évidemment de place pour tout le monde, pour tous les livres. Mon éditeur me disait, qui est quand même pas Presse de la Cité, qui est un entre guillemets petit éditeur, qui recevait plus de 3000 manuscrits par an, quoi. Donc, vous voyez, ça en fait 10 par jour. Donc, voilà, donc vous doutez bien qu'il y en a peut-être 1 sur 1000 qui va être publié, quoi. Donc voilà, quand on écrit, c'est pas pour autant que nécessairement on va être publié. Mais bon, moi, j'avais quand même cette foi, comme plein de gens. Et puis, j'ai eu la chance que ça fonctionne. Après, voilà, c'est comme celui qui gagne le loto, hein. Et il peut toujours venir vous expliquer, c'est pas très dur d'avoir les 6 bons numéros. Voilà, ça n'arrive pas à tout le monde. Et voilà, moi, j'ai pas d'explication non plus sur le fait, en dehors du fait que j'étais persuadé que je voulais écrire et que j'essayais d'écrire les meilleures histoires possibles de mon mieux. Mais une fois qu'on a fait ça, il n'y a évidemment pas de garantie de résultat. Gaëtan avait une autre question spécifique, mais sur le timing, sur le temps d'écriture. Bonjour. Vous écrivez des livres quasiment tous les ans, pour notre bien grand plaisir. Mais j'aurais aimé savoir combien de temps réellement vous mettez pour écrire le livre sans la relecture, sans... voilà, le temps... le temps brut. Voilà, c'est ça. Alors, c'est un peu compliqué parce que la relecture fait partie quand même de l'écriture. Et les moments que je peux passer avant même d'écrire, où je vais vraiment inventer et affiner mon histoire, font aussi beaucoup partie de l'écriture. Enfin, si la question c'est vraiment le temps brut d'écriture, j'aurais tendance à dire peut-être 4 mois. Entre 4 et 5 mois, selon... Alors, ça dépend. Par exemple, là, je vais être dans une période entre septembre et décembre où je fais faire beaucoup de rencontres, donc je vais être beaucoup dans le train. Donc, nécessairement, ce temps d'écriture va être réduit et peut-être que le manuscrit à peu près présentable, je mettrai plutôt 6 ou 7 mois.
Mais s'il y a des périodes où, au contraire, je ne fais plus du tout de rencontres et que je suis voilà, complètement chez moi, là, je dirais que ça peut se réduire à 4 mois, peut-être. Voilà. Mais bon, on va dire le seuil incompressible, pour moi, c'est quand même 3-4 mois, quoi. Et quelle est la journée type quand vous écrivez? En fait, moi, j'écris tout le temps, donc il n'y a pas vraiment de journée type. Alors, si vraiment je fais rien et que je suis chez moi, je ne sais pas, je vais me mettre devant mon ordinateur à, mettons, 7h, 7h30 du matin. Et puis, arrêter le soir, je ne sais pas, à 19h ou quand il faut aller manger, quoi. Alors, je vais m'arrêter entre deux s'il y a 2-3 trucs à faire. Et si je suis dans mon histoire, je peux y retourner le soir pendant 3-4 heures. Voilà. Alors après, peut-être pas pour écrire, c'est pour me relire, etc. Mais c'est vrai que quand on est dedans, c'est très difficile d'arrêter. Donc en fait, moi, j'écris tout le temps, même là, j'écris dans le train en venant, j'écrirai dans le train demain en repartant. Enfin, j'essaye de toujours écrire, en fait, de toujours être en mouvement, de toujours écrire, de toujours avancer, de faire que le roman, il avance toujours. Après, voilà, il y a des fois où ça avance plus ou moins vite, il y a des fois où... moi, j'ai essayé d'apprendre à optimiser, c'est-à-dire que quand il y a trop de bruit, etc., je fais autre chose, j'avance autrement, mais le roman avance toujours. Voilà, ça c'est un principe, c'est de ne jamais arrêter. Donc au final, c'est très difficile, on dit, par exemple, produire un roman par an. Par exemple, c'est un des trucs qu'on va définir, qu'on dit qu'est-ce qui peut être un roman commercial ou pas commercial, etc. C'est les écrivains ou les écrivaines qui publient un livre par an tous les ans. Donc ça serait une démarche un peu commerciale. Sous-entendu, il faudrait 3-4 ans pour faire un chef-d'œuvre, quoi. Mais en fait, ça veut rien dire, en fait, parce que des Simenon ont dû écrire leur roman en 15 jours, quoi. Et dans les Simenon, il y a des chefs-d'œuvre absolus, parce qu'il a trouvé la bonne idée et le bon style. Et donc, voilà, moi, Nymphéa à Noir, c'est le roman que j'ai écrit le plus rapidement. C'était le moment où je travaillais, j'étais prof, et j'ai écrit peut-être en 3 semaines, la trame générale en 3 semaines, isolée, parce que j'étais tout seul et que j'ai profité de ce temps-là pour écrire, quoi. Et peut-être que voilà, il est un peu différent parce que justement, il a été écrit de cette façon-là, avec une hyper concentration, peu de sommeil, et voilà. Donc voilà, il y a de tout. Puis après, il y a des gens qui vont avoir besoin de 10 ans pour écrire, mais peut-être parce qu'ils ont besoin de n'écrire qu'1 heure par jour et le reste du temps de faire autre chose, parce que leur mode d'écriture nécessite d'être hyper concentré pendant 1 heure. Et d'autres, comme moi, c'est plutôt d'être toujours en veille par rapport au roman et toujours d'ajouter une phrase, etc., de manière à ce que le roman avance. Et puis, je suis un peu maniaque, je me fiche pour vivre quand même en dehors du roman, je me donne toujours des plannings, des exigences en disant, voilà, par semaine, je dois faire à minima 4 chapitres, mettons, c'est virtuel, 4 chapitres en faisant selon, et si j'en ai pas fait 4 à la fin de la semaine, je me fouette. Mais du coup, c'est aussi une façon de se dire, je sais potentiellement le nombre d'heures que je vais avoir disponible, etc. Donc c'est aussi une façon de se forcer en permanence à avancer. Sinon, c'est sûr qu'on peut laisser filer le temps et tout le monde sait ça. Voilà, on peut laisser des journées complètes. On a l'impression d'avoir été très occupé, on n'a rien fait, et d'autres journées, voilà. Donc c'est aussi une façon de se dire, j'ai 3 heures de train. Ces 3 heures de train, c'est pas scroller sur Internet. C'est tant pis, même si un peu fatigué, on ouvre l'ordi, on s'y met, quoi. Mais bon, voilà, ça c'est une discipline. Quand on veut courir un marathon, même s'il pleut le matin, il faut courir et mettre les baskets, sinon on ne va pas arriver à avoir le fond. Bon, c'est valable pour tout, je veux dire, c'est un travail. Voilà. Et puis bon, quand on aime ça, voilà. C'est ce qui permet de sortir un roman, voire 2 tous les ans. Virginie avait une question. Ah oui, vas-y. Juste, ce que vous décrivez comme processus d'écriture, ça sous-entend que c'est toujours un seul roman à la fois. Ouais. Parce qu'il y a des écrivains qui des fois ont plusieurs manuscrits en cours en même temps. Vous, c'est un seul roman et c'est une fois qu'il est fini que vous passez au suivant. Oui, ça, moi, j'arrive pas à avoir 2 romans. Enfin, c'est vraiment un roman. Après, il peut y avoir du travail sur les adaptations télé, sur les adaptations bande dessinée, sur des choses comme ça qui vont demander beaucoup moins de temps. Mais sur le roman, oui, j'ai toujours un roman en gros pendant 6 mois ou un peu plus. Ça sera un roman et un seul, ce qui va être, on va dire, 90% de mon temps, quoi.
Alors Virginie avait une question spécifique sur la manière d'écrire et notamment sur... sur la construction du récit. Bonjour. Bonjour. J'y avais un peu répondu déjà en parlant du premier chapitre de votre dernier roman, donc sur la façon dont vous ferrez le lecteur dès le début. Donc comment est-ce que vous vous y prenez concrètement pour captiver le lecteur et finalement le capturer, enfin pour nous enfumer jusqu'au bout. Quels sont les trucs? Ouais, alors là, il y a beaucoup de choses dans la question. Il y a un premier truc qui est assez mystérieux et qu'on ne sait pas tant qu'on n'a pas écrit. C'est pourquoi un certain nombre d'auteurs, d'autrices, ont la capacité à capter tout de suite le lecteur, même quand il ne se passe pas grand-chose dans les premiers chapitres. Et pourquoi d'autres ça ne marche pas. Ça, c'est un mystère, et tant qu'on n'a pas écrit, on ne sait pas, parce qu'en fait, moi, je sais que souvent les gens me disent, voilà, on a pris le livre, et dès les premières pages, on a envie de continuer, etc. Bon, je ne sais pas pourquoi, parce que j'emploie les mêmes mots que les autres. Enfin voilà, il y a pas... Donc il y a quelque chose d'assez mystérieux. Moi, ça m'a longtemps fait ça avec les Harlan Coben, que j'ai lu un peu avant d'écrire, les premiers. Et je me dis, c'est un truc que j'étudiais, je me disais, mais dans cet Harlan Coben, il y a 3 pages, 4 pages, il ne se passe rien, il nous décrit cette famille américaine, voilà, ils sont là, filles, machin, etc. Bon, et pourtant il y a un truc. Il y a un truc, on se dit, il y a un truc en dessous, là. On a envie de continuer parce que, je ne sais pas, il y a un truc, voilà. Et ça, j'ai essayé d'étudier, je me dis, pourtant, c'est pas écrit incroyablement, et on ne peut pas dire qu'il y a un mystère énorme, mais voilà. Ça, pourquoi? Voilà, c'est sans doute sa façon d'écrire qui laisse des petits mystères, des petites choses, des zones blanches, voilà, des silences. Donc ça, c'est valable, mais c'est valable aussi pour des autrices qui vont faire du feel-good, des choses comme ça, ou pourquoi à un moment donné, on va rentrer dans le livre et tout de suite on est bien, on se dit, voilà, je suis installé, c'est drôle, j'ai envie de continuer, au bout de quelques lignes. Bon, et puis d'autres vont faire la même chose, et puis on va se dire, bon, ok, je continue de lire, mais je sais pas, voilà. Ça, c'est très mystérieux, et là, je pense vraiment qu'il n'y a pas de recette. C'est-à-dire, c'est vraiment voilà, on ne peut pas étudier ça, c'est vraiment un truc qu'a l'auteur. Et ça, je pense que c'est ce que, par exemple, l'intelligence artificielle aura énormément de mal à reproduire, je pense. Cette idée qu'il y a un univers d'écrivains, d'autrices, et que des lecteurs vont être capables de reconnaître ça ou de se sentir bien. Ça, voilà. Donc là, il n'y a pas de recette. Après, il y a évidemment une construction nécessaire. Du début à la fin, moi, c'est des romans qui sont très, très construits. Je sais où je vais, je passe beaucoup de temps à organiser le rythme, etc. Après, oui, c'est vrai que, pas répondre à tout, mais par exemple, sur l'incipit, sur les premiers chapitres, c'est quelque chose généralement que je ne fais pas tout au début. Au fur et à mesure que je construis mon roman, souvent à un moment donné, j'essaie de trouver la bonne idée qui va permettre de faire démarrer le roman d'une certaine façon. Ça intervient au cours de l'écriture. Alors, oui, ça dépend. Par exemple, je prends l'exemple des Ombres du Monde. Assez vite, quand j'ai conçu mon histoire, je me suis dit, ça va démarrer avec ce coup de fil de l'ambassade de Kigali à l'Élysée, et je termine par François de Grossouf s'est suicidé. Alors pourquoi est-ce que j'anticipe? Je me dis, bon, déjà c'est assez spectaculaire, le génocide vient de commencer, ils appellent un mort à l'Élysée, et je me dis, grande partie des lecteurs, ce qu'ils vont faire, vont se dire, ils vont taper Wikipédia en disant François de Grossouf, ah c'est vrai, il s'est vraiment tiré une balle dans la tête ce jour-là. Et donc, c'est quoi cette histoire où je suis? Et là, je pense que les lecteurs, on se dit, bon, je veux continuer parce que je vois pas le rapport entre le Rwanda, voilà, j'ai envie d'aller plus loin, quoi. Donc ça, je me dis, bon, ça marche. Puis après, je me dis, oui, mais il faut un truc. Et donc, du coup, je fais un démarrage avec Il était une fois, je présente le Rwanda un peu comme un conte, en me disant que ça va faire une double introduction quelque part. Enfin voilà, on est d'abord sur ce conte, Il était une fois, je présente un peu le Rwanda, puis je termine par, c'est Espérance qui le signe. Je dis, tiens, qui est Espérance, pourquoi? On part le génocide, et après, hop, on arrive, 2024, une petite fille, 15 ans, qui est à Caen, et qui va vouloir revenir au Rwanda. Donc, c'est vrai que ça, je me dis, c'est un chemin qui, normalement, après ces 3-4 chapitres, et après, quand elle va ouvrir le journal de sa grand-mère, normalement, là, le lecteur, il a les personnages, il est pris, et voilà, c'est une espèce de... Donc ça, c'est vrai. Donc c'est le premier chapitre, puis après, c'est les 2-3 premiers chapitres qui... Après, bon, tout dépend du roman. Il y a des romans qui ont besoin de démarrer lentement, il y a des romans qui ont besoin de démarrer
très, très fort. Par exemple, si je prends Rien de tes faces qui est passé en série, là, et d'ailleurs l'adaptation, enfin, le début notamment, le début et la toute fin est très différente, mais si je reprends dans le roman Rien de tes faces, qui pour moi est typique d'un roman où, voilà, normalement le lecteur, au bout de 3 chapitres, il est vraiment pris dans l'histoire. Commence très vite, c'est Maddy qui est avec son enfant, donc Esteban, sur la plage. Bon, scène sympa, donc c'est un peu comme dans la série. Et donc elle le laisse, il est habitué à faire le chemin du retour, et elle ne le retrouve jamais. Donc elle arrive chez lui, Esteban a disparu, voilà, elle cherche partout, elle ne le trouve pas. Deuxième scène, elle va évidemment à la police demander Esteban a disparu, la police ne croit pas forcément, il va revenir, etc. Et on en reste là. Contrairement à la série où on montre tout de suite qu'il est mort, là dans le roman, voilà, on reste là. Et là, tac, 10 ans après, et on revoit donc Maddy arriver, et là, elle croise le sosie de son fils, qui est dans le roman toujours disparu, donc on ne sait pas ce qu'il est devenu, etc. Et là, effectivement, je me dis, là, normalement, le lecteur, il est pris parce que, il ne peut pas comprendre pourquoi, comment, et chaque chapitre est déjà très, très fort. Enfin, c'est presque le triple effet qui se coule, quoi. Le gamin qui disparaît, on ne le retrouve pas, le sosie qui apparaît, quoi. Donc, et ça, dans des chapitres très, très rapides. Voilà, donc c'est Voilà, donc voilà, après, il y a différents... Maryse avait une question plus ouais. sur votre inspiration. Allez-y, Maryse. Bonjour. Bonjour. Oui, donc on a évidemment traité du sujet du Rwanda et puis de géographie politique. Mm-hmm. Mais je voulais savoir, par exemple, comment vous arriviez à commencer un roman, par quels éléments de réalité, de géographie, de faits divers, enfin, qu'est-ce qui motive l'idée, hormis les sujets politiques plus ou moins brûlants, qu'est-ce qui motive le début d'une histoire? Qu'est-ce qui l'a créé? Enfin, voilà, quel est votre cheminement par rapport à ça? Alors moi, assez souvent, quand même, quand je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup d'idées de romans qui sont très anciennes, qui sont une espèce presque de fantasme d'histoire. Et donc, j'en ai encore quand même un certain nombre, peut-être une dizaine ou une quinzaine d'histoires. Je me dis, j'aimerais bien les écrire un jour. Typiquement comme le Rwanda, comme, je dis, la saga Néo, comme, voilà, d'autres qui... Voilà, ça, je me dis, ça, j'adorerais écrire là-dessus, comme un récit de science-fiction, comme Code 612 sur le Petit Prince. Voilà. C'est des choses, dire, j'aimerais bien écrire sur tel thème ou sur tel lieu, ou j'aimerais bien, j'ai un bout d'histoire traité de tel... Donc ça, c'est des choses assez anciennes, et parfois, j'ai des histoires plus ou moins développées, des personnages plus ou moins étendus. Donc ça, c'est déjà une espèce de banque d'histoires que j'ai, que j'aime. Et ce que je me dis, c'est comme c'est des histoires ou des thèmes que j'ai eus avant d'être publiés, il n'y a pas le côté de me dire, tiens, là, ça a marché sur le Rwanda, demain, je vais faire la même chose sur Madagascar, quoi. Voilà, pas du tout. Là, je me dis, j'ai fait sur le Rwanda, et là, je vais aller écrire des histoires qui n'ont absolument rien à voir avec si là, ils ont rendu moins d'un succès, ça, il n'y a pas cette idée de dire, ça a marché, donc je vais refaire pareil, quoi. Donc, voilà. Donc ça, c'est déjà une façon pour moi de me rassurer en me disant, t'es pas en train de te copier toi-même, t'es pas en train de... Même si, évidemment, j'écris toujours de la même façon, et les histoires, je les construis forcément de la même façon. En tout cas, les thèmes, les enjeux sont forcément très différents au départ. Donc ça, c'est déjà une façon de se dire, je ne vais pas écrire 2 fois le même roman. Donc voilà. Après, il y a un peu plusieurs types d'histoires. Il y a les histoires qui naissent plutôt au départ d'un thème, comme le Rwanda, qui clairement, là, c'est né du génocide des Tutsis. Et puis, il y a des histoires qui naissent plutôt autour d'un pitch. Un pitch, c'est comme là, Rien de tes faces, avec une maman qui retrouve son enfant disparu, mais 10 ans après, l'enfant n'a pas vieilli. Donc là, on est purement sur un pitch. Voilà. Donc sur un, et donc ça suppose une explication étrange à la fin. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu les deux. Donc parfois, je me dis, tiens, j'ai une idée de pitch, comme Nymphe et un Noir. Là, je ne vais pas le révéler si tout le monde l'a pas lu. Donc si les gens voient à la télé après. Mais voilà, là c'est vraiment une idée de twist, en fait, d'astuce, de scénario. Et là, donc j'ai cette idée, puis après j'essaie de me dire où est-ce que je vais pouvoir... là, enfin,
Les Assassins de l'Aube, qui est le dernier roman paru en poche, qui se passe à la Guadeloupe. Là, c'est un peu typique. J'avais une idée assez ancienne d'un tueur en série qui tue des victimes de façon un peu rituelle, mais surtout, il n'y a aucun lien entre les victimes. Et donc, c'est dans un lieu plutôt touristique où il n'y a aucun lien entre les victimes, et donc la police enquête. Et donc ça, j'avais cette idée de la résolution aussi du lien entre les victimes très ancienne. Et c'est en allant en Guadeloupe, je me suis dit, tiens, la Guadeloupe va être le décor idéal de cette histoire. Mais cette histoire, je l'avais depuis très longtemps. À un moment, je voulais la situer en Corse, à un autre moment en Normandie. Bon, puis à chaque fois, j'avais d'autres trucs à écrire, et puis je sentais que je n'avais pas le cadre parfait, quoi. Et à un moment donné, là, en Guadeloupe, je me suis dit, ah oui, là, ça y est, je le vois. Voilà. Donc... Élodie a quelques curiosités, c'est ça? Où est Élodie? Elle est là. Bonjour Élodie. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Moi, ma question, c'était de savoir quelles étaient votre ou vos meilleures anecdotes lors de vos écritures, de votre vie d'auteur, pardon. Ouais. Des anecdotes. Oui. Alors vous en voulez des anecdotes? Plusieurs. Il y en a beaucoup. Une anecdote relativement récente, là, c'était sur un salon à Limoges, donc c'était là en juillet. Et donc je signe des livres, et là je vois un jeune garçon arriver, enfin un jeune garçon, une vingtaine d'années, quoi, un peu tatoué de partout, le piercing, enfin voilà. Et puis il arrive, et puis il dit, je sais plus, c'était pour... je ne vais plus me rappeler le prénom, mais mettons pour Lisa. Bon, voilà. Pour Lisa, donc ok, pour Lisa. Et il me dit, vous pouvez rajouter un truc du genre, pardonne-moi, ou voilà, pour que tu m'aimes encore. Enfin, bon, alors je mets ça, etc. Et puis je lui dis, vous avez fait une grosse bêtise. Il me fait, je peux rien vous dire, mais bon. Donc on discute un petit peu quand même. Et puis je lui dis, vous venez d'où, etc. Il me fait, je viens de Strasbourg. Elle dit, mais attendez, on est à Limoges, vous venez de Strasbourg, vous êtes là? Je dis, non, j'ai fait la route de Strasbourg. Et là, je repars d'ailleurs, parce qu'il était en début d'après-midi, parce qu'il faut que je rentre. Donc, vous avez fait l'aller-retour de Strasbourg? Il fait, ouais, là, fallait que je mette le paquet. Donc, Lisa, elle vous adore, vous êtes son écrivain préféré. Voilà, fallait que je tente le tout pour le tout. Donc, voilà. Et donc, après, il a écrit sur Facebook, merci, etc. La Lisa en question a écrit. Donc, apparemment, il avait réussi son coup. Donc, je ne sais pas ce qu'il a fait comme boulette, mais en tout cas, voilà. Donc, ça, c'était très mignon quand même. Et voilà, apparemment, c'était vrai. Enfin, il avait l'air tout à fait sincère, donc pris la photo et tout. Donc ça, c'était marrant, quoi. Voilà. Donc c'est une anecdote. On a fait des fois des belles rencontres, et ça, c'était une jolie rencontre. Merci. Voilà. Et Sandrine a l'oreille musicale et elle a une petite question. Bonsoir, bonjour, pardon. Alors moi aussi j'ai une anecdote, parce que avant de poser ma question, c'est le code 612, donc ça parle du Petit Prince. Et en fait, j'ai une photo, je vous la montrerai après sans dédicace, où mon beau-frère travaille à la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, et donc il vous avait rencontré à cette occasion-là, et donc il m'avait offert le livre. Voilà. Alors il n'est pas dédicacé, donc je suis venue avec pour le faire dédicacer. Voilà. Non, moi j'avais une question, parce que quand on écoute vos titres, en fait, si je dis le temps est assassin, pardon, pour que tu m'aimes. Pardon. Non, il n'y a pas pour que tu m'aimes encore. Non, j'ai dû rêver trop fort. Oui, c'est le prochain, celui-là. Le prochain, voilà, exactement. J'ai dû rêver trop fort, on l'a trouvé plutôt jolie, et que c'est de Maman Mentor, etc. Ce sont des paroles de chansons françaises, souvent des paroles de chansons à succès. Et je voulais savoir si ça correspondait à soit un rituel pour justement capter le lecteur, peut-être, je ne sais pas, parce que ça résonne à l'oreille, ou derrière, il y a une autre signification pour vous dans ces titres de livres, de romans. Alors, en fait, au début, c'est venu un peu par hasard, avec Un avion sans aile, en fait, puisqu'Un avion sans aile, dans le roman, je parle de la chanson comme Un avion sans aile, notamment la libellule, qui est souvent en couverture, et qui est, une des héroïnes est surnommée Libellule, vient de la chanson Charles et Couture, où il dit « Oh libellule, toi t'as les ailes froissées, moi j'ai la carlingue de froissée, etc. » Donc voilà, donc moi je voulais l'appeler
Comme un avion sans aile. Au début, mon éditeur voulait pas. Puis là, j'étais encore un auteur inconnu, donc c'était difficile d'emporter le morceau. Donc il voulait pas, donc il voulait l'appeler La disparue du Mont Terrible, enfin, des choses vraiment pas terribles. Voilà, donc il y a eu toute une discussion, et puis finalement, c'est arrêté sur Un avion sans aile, tout simplement. Et du coup, c'est vrai que comme c'était le roman qui s'est beaucoup vendu, tout de suite, on a quand même associé mon nom et ce roman Un avion sans aile à une chanson. Enfin, c'était évidemment un peu évident, Un avion sans aile. Au moins toute une génération connaît, parce que même à l'époque, on avait testé auprès des... C'était quand même il y a plus de 10 ans, auprès de jeunes collaboratrices. Et Comme un avion sans aile, et personne ne connaissait, quoi. Voilà, donc, mais c'est quand même une chanson générationnelle. Et voilà, mais néanmoins, on associait quand même Un avion sans aile à cette chanson. Donc, du coup, ça a marché comme ça, même si avant d'un fait noir n'est pas associé une chanson. Après, alors, il y a eu N'oubliez jamais ou Ne lâche pas ma main, mais c'est pas non plus des chansons les plus connues. Même si... Voilà, mais 3 vues par semaine, voilà. Donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'au départ, c'était pas forcément une volonté systématique, c'est venu un peu par hasard. Et puis, après, il y a eu Maman à tort qui était là un peu plus explicite. Et puis voilà, à partir de là, je me suis dit, voilà, c'est assez marrant, enfin, ça marche assez bien, c'est assez marrant. Certains le faisaient, mais pas systématiquement. Par exemple, Virginie Grimaldi l'a fait plusieurs fois, mais pas systématiquement, etc. Donc voilà, donc après, je me suis pris au jeu, et quand il y a eu Le temps est assassin, voilà. Et puis voilà, puis après, par exemple, on l'a trouvé plutôt joli. Voilà, c'était un récit sur une migrante et vraiment très très vite, je me suis dit, voilà, on l'a trouvé plutôt joli, c'est un joli trip, puis là tout le monde pense à Lily, donc voilà, donc c'est là que je me suis dit, voilà, c'est assez marrant. Et du coup, alors, il faut que je sois discret, par exemple, Les ombres du monde, bon, c'est aussi une chanson, vous avez repéré. Comment on l'a repéré, ouais, c'est mais c'est discret. Enfin, je veux dire, c'est pas. Il y en a qui sont plus évidentes que d'autres. C'est vrai que 3 nuits par semaine, bon là, c'est quand même. Intergénérationnel, et puis là on reconnaît tout de suite, évidemment, c'est presque le titre, donc on reconnaît forcément tout de suite Indochine. Les ombres du monde, on peut vraiment passer à côté. Et comme c'était sur le Rwanda, il fallait pas un titre qui soit complètement. En plus, je le mets dans le livre, mais il faut le lire et plutôt à la fin. Mais voilà, donc là, ça restait quand même discret, et notamment pour être sur la liste du Renaudot, je l'aurais appelé, je sais pas, un titre de téléphone beaucoup plus évident, Argent trop cher. Bon, je suis pas sûr que. Donc là, voilà. Donc voilà sur l'affaire. Après, je ne suis pas le seul à le faire. Il y a quand même aujourd'hui pas mal de titres, de films, etc. qui jouent là-dessus. Et c'est vrai que ça marche assez bien, parce qu'on dit « Ah, ça j'ai déjà entendu, d'où ça vient ?» Voilà, donc il y a ce petit jeu de comment trouver. Et puis alors, pour finir là-dessus, moi je trouve que la chanson française, elle a... c'est la poésie d'aujourd'hui, ou c'est la poésie des 80 dernières années, quoi. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde, je pense, qui lit la poésie, même si la poésie elle vend en poupe, il y a effectivement plus de gens qui en lisent, etc. Mais enfin, ça, c'est pas non plus en tête de gondole. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui, qui goûtent la poésie de la langue, des mots, des rimes, etc., à travers la chanson, qu'à travers la poésie, comme ça devait être le cas avant qu'il y ait les radios et qu'on écoute tous des chansons. Et moi, ce qui me marque notamment, je suis d'une génération qui écoute absolument pas de rap, quoi que ce soit, mais quand je regarde ça avec mes enfants, etc., je suis frappé à quel point, à travers le rap, ils sont eux aussi sensibles à la langue, à la façon dont les mots vont être utilisés, dont le nouveau langage va être utilisé, enfin moi, des fois, je regarde un truc de rap, je comprends pas un mot, quoi. Je me dis, et là, mes enfants me disent, bah oui, attends, ça veut dire ça, etc. C'est des références à ça. Je me dis, ah ouais, quand même. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un jeu qui consiste à dire, quand on va faire une chanson d'amour aujourd'hui et qu'on veut parler à des jeunes qui ont 15-16 ans, c'est sûr que s'ils écoutent Cabrel, ils vont être moins concernés, alors que moi je l'étais, que s'ils écoutent effectivement un chanteur de leur époque qui arrive à capter
par d'autres mots, par d'autres façons de l'incarner, de rimes, etc. Quelque chose qui va les bouleverser, quoi. Donc ça, je trouve que c'est la force de la chanson française, et je ne sais pas si c'est aussi fort dans d'autres pays que d'utiliser les mots, d'utiliser les rimes, d'utiliser les assonances pour, comme ça, jouer là-dessus. Donc, du coup, c'est un art très populaire, c'est un art littéraire très populaire, et qui parle à tout le monde, que tout le monde a, voilà, en tête ces petits bouts de phrases, ces choses-là. Et donc, voilà, comme j'essaye d'être un auteur populaire, eh bien, il y a cette façon de se dire que la chanson est cet art populaire. Et en plus, comme il y a une... Alors, je dirais souvent mes intrigues policières sont un peu la mélodie de mes chansons, quoi. C'est voilà, ce qui fait que les chansons populaires fonctionnent, c'est quand même des mélodies qui fait qu'on retient les mélodies, et que que les mots, enfin les petits bouts de titres de chansons sont souvent des titres qu'on a chantés, dont on a la mélodie avec, quoi. Et donc c'est un peu comme mes intrigues de romans, où j'essaie que mes intrigues elles soient suffisamment entraînantes, addictives, pour que les gens aient envie de lire, quoi. Exactement comme une mélodie va être addictive, et du coup on va retenir ça. Même si les paroles sont, comment dire, difficiles ou autres, voilà, la mélodie fait qu'on va mémoriser les paroles, quoi. Le choix de la couverture. Ah, le choix de la couverture. Parce que là, bon, d'accord, vous intervenez? Oui, alors je ne suis pas toujours très bon, mais j'interviens. Après, les couvertures sont assez différentes. Alors là, sur le Rwanda, c'était une couverture rentrée littéraire. Donc il fallait une couverture neutre, avec une typo neutre, avec quelque chose qui soit relativement sobre. Voilà, et donc cette couverture, elle est un peu différente des couvertures de mes romans autres, qui sont un tout petit peu plus, pas légères, mais pour ceux qui ont l'image des autres couvertures, quoi, qui sont, comment dire, ouais, avec un peu plus enfantine, enfin qui ont un peu de poésie, enfin qui sont un peu plus décalées. D'ailleurs, la couverture italienne des Ombres du Monde, puisque ça va sortir là en novembre, donc presque en même temps que la sortie française, et donc ils ont refait une très belle couverture des Ombres du Monde, mais qui est beaucoup plus proche des couvertures de mes autres grands formats français, parce que c'est une illustratrice italienne qui fait les illustrations de mes livres en italien, qui fait les illustrations françaises, et donc vous la verrez, mais c'est très proche, c'est-à-dire qu'il y a, on retombe dans cette espèce de truc un peu enfantin, de dessin enfantin caché dans la jungle, etc. Et donc c'est très réussi parce qu'il y a un gorille, il y a un chasseur avec un fusil, etc. Mais ça passe, je trouve, quand même très bien par rapport au génocide. Par exemple, dans la première version de la couverture des Ombres du Monde, ils avaient planqué des gorilles. Et on a discuté, moi j'étais vraiment pas chaud en disant non, pas en couverture, pas les gorilles, quoi, c'est pas, voilà. Et on a retiré les gorilles, voilà. Mais finalement, la couverture française, italienne, ils assument les gorilles, et je trouve que ça marche aussi. Alors, peut-être pas pour la rentrée littéraire, etc., mais je trouve la couverture très belle, justement, parce qu'elle a quelque chose de... Voilà, après, c'est la force des graphistes, hein, c'est d'arriver à trouver le bon ton, par rapport notamment à un ouvrage sur un génocide, etc., pour que ça paraisse pas indécent, etc., mais que ça soit quand même intriguant. Et bon, donc voilà. Ça, après, moi, je suis pas graphiste, hein, c'est souvent à eux de trouver les... voilà. Bon, je peux vous raconter l'anecdote quand même. Vous voulez une anecdote quand même? Ouais. Voilà, bon, je l'ai déjà raconté, mais pas à vous, alors bon, voilà. Donc l'anecdote de la couverture d'un avion sans aile. Donc moi j'étais jeune auteur, relativement peu connu, et j'ai sorti un avion sans aile. Et donc, alors avant c'était Nymphéa Noir. Nymphéa Noir avait bien fonctionné, mais Nymphéa Noir était sorti d'une collection qui s'appelle Terre de France, qui est une sélection de livres de terroir. Et la couverture de Nymphéa Noir, c'était les Nymphéas de Monet, donc classique, avec 2-3 gouttes de sang pour faire un peu plus polar. Bon, donc Nymphéa se vend bien, mais je dis à mon éditeur, ouais, mais en fait, moi j'avais eu plein de prix polar avec Nymphéa Noir, il faut à tout prix changer la couverture, faire un truc vraiment noir, parce que les gens, ils voient pas que c'est du polar, quoi. Donc on fait un avion sans aile, la première couverture, si certains se rappellent, c'était un livre complètement noir, avec juste un berceau. Mais vraiment, la couverture était entièrement noire. Donc là, c'était du polar, quoi. Et donc, un avion sans aile sort, marche bien. J'ai le prix Maison de la Presse, donc republié. Donc voilà, donc c'était un enjeu important, on avait vendu. Et puis, il fallait penser à la couverture du livre de poche. Voilà. Qui, normalement, allait se vendre bien plus.
Et donc, il me montre à un moment donné la couverture de chez Pocket, quoi, de la couverture de Pop. Et là, je vois celle dont vous vous souvenez peut-être, hein, qui est la couverture en bleu ciel avec des origamis, un avion en papier, une petite libellule découpée en papier, des petits nuages. Et là, je me rappelle très bien, je vois, il me montre la couverture, quoi, nos futures couvertures. Et voilà, et c'est ce qu'ils vont sortir en poche. Et là, je dis, mais ils n'ont même pas lu le livre, quoi. Là, je me bagarre pour faire du polar, pour dire c'est un polar noir et tout, voilà. Et là, ils me sortent un truc, c'est quoi? C'est du feel good, c'est un truc pour enfants, enfin, c'est quoi ces origamis? Donc, je les appelle, pas contents. Alors, ils ont dû noircir un petit peu le ciel, bleu, voilà. Ils ont mis un bleu un tout petit peu plus foncé, quoi, pour dire. Bon, et moi, j'étais vraiment pas content. Et ils me disent, non, mais Michel, on veut le vendre en dehors du polar, t'inquiète pas, etc., quoi. Et, allez, on va essayer d'en vendre 100 000. Je dis, ouais, 100 000, jamais on vendra 100 000, voilà. Et en fait, dès que le poche d'un avion sans aile est sorti, on a dû en vendre 100 000 la première semaine, 200 000, 300 000, on a fini à 1 million, et c'est devenu vraiment un succès, le gros succès de l'année, etc. Alors je ne dis pas que c'est que la couverture qui a déterminé, j'espère quand même que le contenu du livre a joué un peu, mais quand même, il y a un effet qui était... Enfin, je suis persuadé que la couverture a joué aussi énormément sur le fait, c'était très identifiable. Et là, je suis bien obligé d'admettre que Pocket a eu un vrai coup de génie qui était de dire, nous, on veut le sortir avec un truc très décalé, très, voilà, une histoire policière, mais qui soit avec des couvertures en origami, il y avait une vraie charte. Et ils ont eu raison à 100%, parce que le livre a cartonné, a été très vite identifié avec sa couverture. Et après, ils ont fait toute la collection des origamis. Alors, après, on a arrêté parce qu'au bout de 10-15 livres, bon, c'était un peu toujours le même, on confondait les livres, etc. Mais, donc voilà, donc c'est vrai que depuis, ça m'a servi de leçon, et je me dis, voilà, c'est pas toujours l'auteur qui est le mieux placé pour savoir ce qu'il faut mettre en couverture, surtout que la couverture, elle doit pas raconter l'histoire, elle doit dire quelque chose, quoi. Donc voilà, donc ça, c'était l'anecdote, voilà, comme quoi, voilà, parfois, on croit savoir et on sait pas. Et maintenant, Audrey, elle va nous emmener dans votre vie en Normandie. Bonjour. Bonjour Audrey. Juste une question. Ma sœur habite Pont-de-l'Arche. Ah. Et vous habitez Pont-de-l'Arche. Oui. C'était pour savoir comment vous avez vos idées de livres dans une petite ville de Normandie où il n'y a pas l'air de se passer grand-chose. Oh, comment ça? Et est-ce que vous avez été fier d'avoir une bibliothèque ou une médiathèque, je ne sais plus, à votre nom? Oui, à Gournay-en-Bray. Ça, oui, j'étais fier. Elle habite où, à Pont-de-l'Arche, alors, précisément? Peut-être que vous la connaissez, non? Je ne sais plus exactement le nom de la rue, mais c'est vraiment pas loin du centre-ville de Pont-de-l'Arche. Ok. Donc, alors, il y a deux questions là-dessus. Il y a effectivement Pont-de-l'Arche, et puis c'était quoi la deuxième? C'était après? La bibliothèque. La bibliothèque, oui. Bon, j'évacue la bibliothèque. Effectivement, c'est la bibliothèque, mais elle est à Gournay-en-Bray, donc elle est ailleurs en Normandie quand même, dans le pays de Bray, du coup. Effectivement, ils voulaient une bibliothèque, ils voulaient un nom d'auteur vivant. Voilà, donc ils ont demandé un peu à la population quel auteur vivant, et puis ils sont mis d'accord sur mon nom, Michel Bussy. Donc j'ai une médiathèque à mon nom, donc ça c'est plutôt chouette. Et je suis encore vivant, c'est encore mieux, quoi. Voilà, mais j'ai pas la bibliothèque de Pont-de-l'Arche, c'est pas mon nom encore. Peut-être un jour, hein, parce que en plus elle est vraiment assez construite, la médiathèque de Pont-de-l'Arche, à 100 mètres de l'endroit où j'ai grandi, où habite toujours ma mère, donc elle est vraiment, mais ouais, à 100-150 mètres. Donc voilà, peut-être un jour quand je serai mort, ils donneront mon nom à la bibliothèque de Pont-de-l'Arche. Et donc, alors oui, c'est une question intéressante quand même. Comment on arrive à écrire des histoires alors qu'on est dans un endroit. Alors, Pont-de-l'Arche, c'est un chef-lieu de canton, c'est aux confluences de l'Eure et de la Seine. Bon, c'est un petit village de 3000 habitants, on va dire. Mais moi, j'ai plutôt grandi en plus dans les villages d'à côté qui sont encore plus petits. Et comment on arrive à devenir écrivain? Alors, je pense qu'on peut devenir écrivain absolument partout. Mais quand même, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui peut vous parler d'ailleurs dans le Nord. Là où j'ai grandi, donc au Manoir-sur-Seine, qui est le petit village, et Pont-de-l'Arche à côté, c'est sur la vallée de la Seine, mais sur la vallée vraiment industrielle de la Seine. C'est-à-dire que j'ai grandi autour des papeteries, des raffineries, des aciéries, enfin voilà, c'était des grosses usines, et quand j'étais petit, c'était des usines qui employaient 2-3 000 personnes. C'est-à-dire tous les copains avaient des parents, moi, ma mère était instite, mais avaient des parents qui travaillaient à l'usine, et qui travaillaient l'été à l'usine, à la chaîne, enfin voilà, c'est vraiment des campagnes ouvrières, un couloir industriel avec des grosses usines. Et donc,
Donc moi, mon enfance, c'est quand même avant tout, on est à la campagne si on veut, mais dans une ambiance très ouvrière, clairement. Et ce que vous devez retrouver évidemment dans le Nord, où même si on n'est pas au cœur de l'ancien bassin minier, on va très vite être, si on est sur Dunkerque, si on est sur... Voilà, on va être quand même dans des lieux où il y a des usines et ça sent mauvais, il y a des fumées, enfin, et ça, c'est quand même mon enfance. Donc il y a toute cette partie-là qui me renvoie à un univers social, à un univers de gens qui travaillent, souvent durs, etc. Et puis quand même, autour, il y a quand même cet espace où on est dans les boucles de la Seine, il y a des grandes forêts, et puis il y a surtout un passé, on va dire, historique. Il y a une abbaye à côté de chez moi, il y a des églises, des ruines de chapelles, parce que c'est la vallée de la Seine qui est assez riche. Donc il y a aussi quelque chose qui relève de l'histoire. Et donc, j'ai coutume de dire, c'est un peu ça mon enfance, et aussi un peu la Normandie, c'est à la fois les chemins des usines et les clochers d'église. C'est un mélange des deux. Et je pense que j'ai grandi un peu avec ce mélange des deux, c'est-à-dire, voilà, on n'était pas dans une ville-musée du centre-ville, et j'étais pas non plus dans un endroit où il n'y avait rien. Il y avait quand même de quoi, comment dire, s'inspirer de cette histoire, de ces ruines, etc. Donc c'est un peu ça qui fait que peut-être j'ai écrit ce que j'ai écrit. Mais voilà, un grand copain qui s'appelle Franck Tillier, que vous connaissez bien dans le Nord, eh bien lui aussi, je pense qu'il est vraiment le produit, en partie, du Nord et de ses intrigues, etc. Voilà, donc lui, c'est sans doute un autre univers social, qui est un univers plus, de la mine, etc. Il a peut-être moins dans le Nord trouvé finalement cet univers des trésors, des souterrains, des cryptes, etc. Donc il va être peut-être plus sur un univers plus noir, mais c'est quand même ça qu'il l'a fait, quoi. Donc, et donc en Normandie, voilà, il y a ce mélange des deux, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il faut prendre le micro, Monique. Micro. Oui. Les versions télé. Vous vérifiez quand même un petit peu, parce que des fois on est déçus. Allons-y. Alors, le chapitre télé. Est-ce que vous êtes le mieux placé, justement? Alors, le moment où on parle de la fin de Rien ne t'efface, c'est ça? Exactement. La fin de Rien ne t'efface. Comment dire, moi j'ai eu pas mal d'adaptations. J'en ai eu 4 en tout, juste adaptation de mes romans. J'ai écrit des trucs pour la télé, mais adaptation. Il y a notamment eu Un avion sans aile, qui se passait en Normandie, et qu'ils ont quand même eu l'idée de tourner ça à Dunkerque, à Saint-Malo, donc Malo-Plage, quoi. Donc là, quand même, j'étais quand même vert, quand même. Voilà, vous vous rendez compte. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Par quel bout le prendre? Bon, d'abord, c'est vrai que l'écrivain, c'est un peu le moins bien placé, ou c'est quand même un peu l'empêcheur de tourner rond. C'est-à-dire que j'ai un livre, il y a des producteurs qui se disent super, ça s'est bien vendu, l'histoire a l'air pas mal, on va acheter les droits et on va en faire une série télé. Bon, donc moi, généralement, comme mes livres se vendent assez bien, il y a souvent beaucoup de producteurs qui veulent les acheter, on en choisit un, celui qu'on trouve le plus intéressant, le plus fidèle, celui qui a le plus beau projet, puis voilà. Donc au début, évidemment, ils sont tous avec... les plus beaux projets du monde en disant voilà, on va tout respecter. Bon, une fois que c'est vendu, après il faut commencer l'adaptation. Donc généralement au début, moi j'essaye de travailler avec les scénaristes sur ce qu'on appelle une bible, c'est-à-dire un document où il va y avoir à peu près les personnages, les grands rebondissements chapitre par chapitre ou épisode par épisode. Bon, voilà, donc on se met d'accord là-dessus. Donc ça, normalement... à ce moment-là, je ne suis pas trop trahi, ou en tout cas, j'accepte ce qu'on me dit, tiens, pour Rien ne t'efface, je ne sais pas, Maddy, elle va se mettre en couple avec le policier. Ça c'est un truc génial dans les séries. J'ai quand même eu un certain nombre d'adaptations, et je pense que 3 fois sur 4, moi dans mes romans, jamais mes héroïnes, par exemple, ne sont avec les policiers. Il n'y a pas de raison. Dans la vie, c'est assez rare quand même de finir avec le policier qui s'occupe de votre enquête, quoi. Voilà, donc bon, ça ne me semble pas un truc nécessaire. Et vraiment, 3 fois sur 4, ça a été le cas pour Mon cœur a déménagé. Enfin, il y a un scénariste qui a dit, ah Michel, on a une super idée là. C'est ton héroïne là. En fait, elle est tombée amoureuse ou elle se met en couple avec le flic. Alors je dis, mais pourquoi? Bah oui, ça va, c'est bien, ça va être organique et tout. Et vraiment, c'était pas la première fois. C'était le cas dans Un avion sans aile, c'était bon. Donc là, ils m'ont refait le coup. Bon, voilà. Donc à un moment donné, bon, pourquoi pas, si vous voulez. Bon, voilà, ils ont tous de bonnes raisons. Comme ça permet de créer des liens entre les personnages. Bon, mais il y a des choses que je valide, d'autres pas.
et une fois que ça s'est bouclé, on pourrait se dire dans un monde parfait qu'ils ne sortiront pas de cette Bible. Mais en fait, pas du tout, parce que les scénaristes écrivent des trucs, la chaîne de télé dit ça va pas, ça on n'en veut pas, il y a des tas de gens qui vont en discuter, puis le producteur dit ça va coûter trop cher, ça on ne pourra pas, on n'aura pas le temps, puis après les comédiens disent ah bah non, oui, ça d'accord, mais ça je ne veux pas le faire. Bon. Donc il y a plein de gens qui donnent leur avis, puis au final, le produit final est très différent quand même de changement en changement, on arrive à un truc qui peut être très différent de ce qui devait être prévu au début. Et après, difficile de savoir à quel moment donné ça a bifurqué et pourquoi. Donc voilà, donc ça c'est très compliqué de garder la maîtrise d'un bout à l'autre. Par exemple, les réalisateurs eux-mêmes, quand ils ont le scénario, peuvent assez largement encore transformer le scénario sur place, c'est-à-dire ils disent ça je ne vais pas avoir le temps de le tourner, ça je ne vais pas pouvoir le tourner aujourd'hui, là on a un problème technique, on va chanter, ou le comédien qui dit non, voilà, ou même le comédien qui tombe malade, et enfin voilà, il y a vraiment plein de choses quand vous êtes dans le détail, vous dites mais pourquoi il n'y a plus ça, pourquoi il y avait, ah non ça n'a pas pu le tourner, il pleuvait, ah non ça il a raté son train, donc il a fallu qu'on trouve une astuce, ouais mais bon, mais tu comprends, il faut qu'on tourne, bon voilà, donc c'est assez étrange, et donc évidemment quand le spectateur voit le produit final, il ne peut pas savoir pourquoi le personnage il n'est pas sur cette scène là, voilà, mais effectivement quand on est dans le détail, tous ces changements là, donc ça évidemment c'est pas l'écrivain qui peut dire voilà. Donc si on veut parler de la fin de Rien ne t'efface, je sais pas qui a vu la série, pas tout le monde, on va pas trop dire, mais enfin moi je suis assez déçu par la fin, qui a déstabilisé beaucoup de spectateurs, voilà, qui est un peu une fin ouverte, on va dire, ou une fin qui fait appel au surnaturel ou la coïncidence. Et c'est vrai que dans mes romans, c'est vraiment le truc que je ne fais jamais. C'est-à-dire que si je place un mystère, comme là, il y a 2 enfants qui ont le même ADN, qui sont les sosies l'un de l'autre, j'ai une explication tout à fait rationnelle, voilà, ça c'est je tiens, et dans Rien ne t'efface, il y a une explication rationnelle, etc. Et là, les scénaristes, enfin tous, ils m'ont fait le coup de me présenter un scénario où l'explication n'est pas rationnelle, l'explication est surnaturelle, et voilà. Et ça, quand ils m'ont fait lire le scénario, je leur ai dit, mais non, mais ça, vous ne pouvez pas terminer comme ça, donc je leur ai donné plein de solutions pour dire que... Et ils m'ont dit, non, voilà, et en discutant, donc ça, ils ont tenu jusqu'au bout. Et bon, ça, j'ai pas vraiment compris. Ils l'assument d'avoir une fin ouverte, ou voilà. Voilà. Bon, voilà, donc ça fait partie des différents, et où l'auteur ne gagne pas forcément, mais voilà. Après, voilà, il y a plein de petites choses. Mais non, donc pour résumer, il faut apprendre à verrouiller ce qu'on peut au début, et après accepter que de toute façon, ça sera une multiplicité de décisions qui feront qu'on n'aura même pas la version initiale sur laquelle on s'était mis d'accord, qui était déjà un peu différente du roman. Voilà, c'est pas possible parce qu'il y a aussi plein d'artistes qui vont intervenir et chacun va avoir sa propre opinion des personnages, des choses, etc. Voilà. Je prends un dernier exemple. Là, il y a une série qui s'appelle La Vallée fracturée, que j'ai écrit, qui est un peu la suite de L'île prisonnière, pour ceux qui l'ont vu, qui est déjà disponible en replay sur France 2 et qui va diffuser le 22 septembre. Donc là, on a vraiment écrit le scénario, les dialogues, avec beaucoup d'allers-retours de la chaîne, mais bon, on est là. Et la version qui est tournée, que vous allez voir, est encore assez différente de la version que j'ai écrite, parce qu'il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas pu tourner, quoi. Donc voilà. Mais moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que c'est plus difficile d'écrire un roman ou d'écrire un scénario pour les séries télé ? C'est beaucoup plus facile de d'écrire un scénario pour les séries télé. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir, ça c'est la récré, quoi. Non, mais c'est vrai qu'un roman, je disais, c'est 3-4 mois, mais c'est très très long à écrire, enfin vous faites tout vous-même, et puis c'est extrêmement long, etc. La série télé, c'est déjà beaucoup plus court, parce qu'en fait, les dialogues, ça s'écrit assez vite, toujours pareil, dans La Vallée fracturée, par exemple, c'est des gens qui cavalent poursuivis par des drones, il y a un barrage, bon, vous mettez juste, ils courent dans le... Voilà, vous mettez une phrase, et puis après, c'est au réalisateur de se débrouiller pour ça commence par une manif, etc. Voilà, il y a une ZAD, il y a une manif, puis après, c'est les acteurs, les réalisateurs qui doivent faire tout le boulot pour mettre en scène. Mais là, vous n'avez aucun travail
comment dire ça. Donc un, c'est beaucoup plus court à écrire, et deux, de toute façon, comme on va être sur des versions 1, 2, 3, 4, 5, et au bout de la 10e version, on va revenir à la version 1, à un moment donné, vous avez compris qu'il ne faut pas non plus... Enfin, le but, c'est pas non plus d'écrire des dialogues parfaits, parce que même ces dialogues parfaits, de toute façon, ils vont sauter 3 fois, ils vont revenir 2 fois, et qu'au final, les comédiens vont les transformer, puis qu'après, ils vont être recoupés au montage. Donc ça ne sert à rien de s'enquiquiner à être très précis là-dessus. Et par exemple, on est en train de travailler sur le film Nymphéa Noire, j'espère que ça va se faire, mais là on fait vraiment sur Nymphéa Noire avec la réalisatrice et le scénariste. Là je suis très impliqué dedans, donc on fait vraiment ça de la dentelle au mot près, à la scène près, etc. Donc on essaie de faire le truc le plus parfait, mais je sais très bien que la grande difficulté, ça va être, si c'est tourné, etc., de tenir au maximum le fil, parce que tout est un peu imbriqué, et les choses qui vont sauter, d'arriver à garder l'équilibre. Et c'est ça qui est le plus difficile quand on est... ou alors il faut être... comme c'est beaucoup en France, un scénariste, réalisateur, enfin tenir tous les tout comme ça, on a son image et on fait le truc. Mais quand on n'est que scénariste, c'est extrêmement compliqué parce qu'évidemment le réalisateur, il a aussi sa façon de faire, ses visions, etc. Donc ça, c'est voilà. Donc on a beau vouloir, donc avec un peu d'expérience, notamment celles qu'ont les scénaristes, ils savent à un moment donné que ils doivent en garder, enfin que voilà, ça sert à rien de tout mettre au début et qu'il faut être très souple dans la façon d'ajuster les séries, quoi. Est-ce qu'il y a une dernière question? Moi, je voulais reparler du Rwanda. Alors, vous êtes allé au Rwanda, hein? Oui, non. Sandrine aussi, ou derrière? Pardon, moi je voulais juste demander à quand un roman dont l'action se situe dans le Nord, tout simplement. Maman à tort, c'était tourné ici. Ça a été tourné ici, voilà. L'action du roman. Oui, mais pas l'action. Alors, est-ce que j'ai des... non, les Ardennes, ça marche pas. Ça marche pas, tout à fait. Non, c'est quand même Champagne-Ardenne. C'est le Grand Est, quoi. C'est pas vous non plus. Ils vont un peu en Picardie des fois quand même. Ils débordent, donc c'est un peu les Hauts-de-France. Non, c'est vrai. Alors, vous avez plein d'auteurs. Je vais pas aller leur marcher sur les plates-bandes quand même. De Franck et d'autres. Non, c'est vrai que je n'ai pas spécialement écrit. Alors peut-être aussi parce qu'on a quand même en Normandie, moi j'ai écrit sur Le Havre, donc qui est une ville portuaire. J'ai écrit même dans Maman à tort sur les mines, parce qu'on a aussi des mines en Normandie. Potigny, qui était en extrait du fer, donc il y a eu des mines de fer pendant 80 ans en Normandie. Donc du coup, j'ai choisi plutôt de mettre cet univers minier, qui est évidemment bien moins connu que les mines du Nord, mais qui est quand même une partie de l'histoire de la Normandie. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on est quand même une région de la Normandie qui reste une région industrielle, et souvent j'ai plus utilisé cet univers-là. Par exemple, Un avion sans aile, c'est vrai que ça se passe à Dieppe, parce qu'à Dieppe, c'est sûr qu'à Dieppe, ça a été tourné à Boulogne, etc. Mais c'est vrai qu'on retrouve quand même des similitudes dans des villes de la Manche, de port de pêche de la Manche, avec ces villes-là. Donc c'est vrai que j'ai plutôt utilisé cet univers que je connais bien, plutôt que l'univers du Nord, que je connais bien aussi. Mais non, c'est vrai que j'ai beau réfléchir, je vais pas trop utiliser. Il traverse peut-être un peu, mais bon, mais je le ferai une fois. Hein, mais après, ils sont nerveux, vos écrivains du Nord. Alors bon, après, les ch'tis sont voilà. Donc voilà. Vous avez plein de salons polars, plein de salons. Non, c'est vrai que c'est aussi une terre d'écrivains. Non, mais c'est à proximité. Pareil, je n'ai pas écrit trop sur la Bretagne, qui est aussi l'autre très proche, peut-être parce que c'est trop près et que je suis un peu plus loin. Bon, puis j'aime bien écrire sur les îles, hein. Vous n'avez pas beaucoup d'îles quand même dans le Nord. Hein. C'est pas ma spécialité quand même. Hein. Bon, en Normandie, on en a un tout petit peu plus, mais pas beaucoup non plus. Mais... Si on cherche bien, l'île est une île. L'île est une île, oui, bien sûr. Bon, oui, bien sûr. C'est peut-être un tout petit peu tiré par les cheveux. Oui, on peut en trouver sur les fleuves, on doit en trouver des petits bouts de... Mais voilà. Donc moi je demandais, là, vous êtes allé au Rwanda, oui. Vous êtes allé voir les gorilles. Oui. Vénard. Voilà. C'est très sélectif, hein, vraiment. Mais... C'est très sélectif, c'est très cher. Oui, c'était alors...
Oui, les gorilles, on est pratiquement à 1 500 $, je pense, à peu près. Hein. Donc, c'est une centaine de personnes par jour. Hein. Donc, c'est vraiment peu. Et puis, c'est vrai que ce prix-là, bon, je le mets dans le livre, hein, c'est donc ce prix astronomique pour aller voir les gorilles sert à entretenir le parc, aux familles, aux paysans autour. Donc, c'est quelque chose qui a été fait justement parce que y a une dizaine de familles de gorilles qui sont habituées. Donc, et à chaque fois, c'est une douzaine de personnes par groupe, quoi. Donc donc au final on est une petite centaine de randonneurs et donc ils gardent cette idée de faire quelque chose comme ça. Alors effectivement, pour des ultra privilégiés, moi quand j'y étais, c'est ce que je raconte, mais il y a des gens qui viennent vraiment du monde entier, des 4 coins de la planète pour faire cette expérience-là. Et du coup, effectivement, ça donne des retombées économiques relativement importantes pour le Rwanda et pour les environs. Après, si je n'avais pas écrit le roman, je ne pense pas que j'aurais été voir les gorilles, mais évidemment, dès le départ, j'ai eu envie effectivement que les gorilles soient partie intégrante de ce roman, notamment parce que dans beaucoup de romans sur le Rwanda, ils ne traitent pas des gorilles, c'est un peu à part, c'est dans les montagnes, etc. Alors qu'on associe quand même les gorilles, le Rwanda aux gorilles, c'est surtout les logos, Adiane Fossé, Gorille dans la brume, enfin tout ça se passe au Rwanda, donc c'est quand même une des autres images du Rwanda. Et puis pour rendre crédible ma petite Maë, qui est l'adolescente qui a envie de revenir au Rwanda, je trouvais que c'était assez logique que dans son désir de retourner au Rwanda, les gorilles fassent partie de son rêve. Voilà. Et puis c'est vrai que là j'ai découvert, effectivement, pour certains, pour certains se foutent absolument des gorilles. Hein, quand j'étais avec Patrick de Saint-Exupéry au Rwanda, lui les gorilles, c'est pas du tout son truc, vraiment pas. Mais pour d'autres, c'est une espèce de truc d'une vie, enfin de les voir en liberté comme ça, il y a une espèce de truc presque mystique. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. Voilà. Donc ça c'était quand même une expérience importante et il fallait quand même que je le fasse pour pouvoir retranscrire exactement ce qu'est cette expérience d'aller voir les gorilles. C'est exactement comme aller voir les dauphins en fait. Hein. Ils sont quelque part dans la forêt, puis après il faut les trouver. Aller voir les dauphins, c'est plus facile. Hein. Ah, je sais pas, c'est un peu pareil. Non. Non, en fait, c'est quand même plus facile les gorilles parce que, comme je le dis, il y a des trackers, donc il y a des gens qui les guettent dans la forêt et qui les trouvent, etc. Donc, a priori, 9 fois sur 10, on va les trouver. Après, il faut parfois marcher très longtemps parce qu'évidemment, il faut aller les voir. Mais alors que des dauphins, je pense qu'on peut faire des sorties en mer sans pratiquement jamais les voir, quoi. Bon, ça dépend des coins, ceci dit. Voilà. Merci Michel. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci tout le monde. Merci à vous.